une seule et même question pour tous les trois. On dit très très couramment, c'est un peu un truisme, tous jouent avant 6 ans, parfois on dit tous jouent avant 3 ans. En fait, non seulement c'est vrai, mais c'est plus vrai que ça n'a jamais été. Alors, ce qu'on sait à l'heure actuelle, est-ce que mon micro est ouvert? Oui. Le micro est ouvert. Alors, ce qu'on sait à l'heure actuelle, grâce aux chercheurs en neurosciences affectives et sociales, qui sont des sciences du cerveau qui sont très récentes, qui datent du XXIe siècle, c'est que le cerveau de l'enfant est extrêmement fragile, extrêmement immature et extrêmement malléable. Alors, ce qui joue dans les deux sens, c'est-à-dire malléable au trauma. Voilà. Ça joue dans les deux sens, c'est-à-dire que nous savons que notre cerveau est malléable tout le long de notre vie, mais il est beaucoup plus malléable dans la toute petite enfance. Et plus la petite enfance va être bonne, eh bien, mieux le cerveau va bien se développer. Et ça, c'est extrêmement important. Et ces chercheurs nous disent des choses extraordinairement importantes. Et je voudrais vous dire à tous qu'on a beaucoup de chance d'être là à l'heure actuelle en 2022, puisque ce sont des choses intuitivement qu'on savait, mais à l'heure actuelle, c'est prouvé par la science. C'est que si nos enfants avaient la chance d'avoir des relations empathiques, soutenantes et chaleureuses, eh bien, tout le cerveau de l'enfant se développerait au maximum de ses possibilités, c'est-à-dire aussi bien le cerveau affectif qui nous permet d'être en relation que le cerveau intellectuel. Et là, je viens d'entendre parler des inégalités, de la pauvreté. Eh bien, les chercheurs en neurosciences affectives et sociales, ils disent quoi? Ils disent que si on transmet aux enfants ce qu'on appelle les compétences sociales et émotionnelles, eh bien, même les enfants issus des quartiers les plus pauvres se développent absolument favorablement. Et ce sont les recherches qui sont mal connues en France de Karen Bierman et de Timothy Kirby. Il faut lire ces chercheurs parce qu'ils nous disent un espoir extraordinaire qu'il n'y a pas de fatalité à la pauvreté et au développement des enfants issus des quartiers très pauvres. Et ça, c'est fondamental. Isabelle Flack, oui, une commission qui s'appelait la commission des 1000 jours. La commission des 1000 jours, les 1000 premiers jours. Et donc, je peux faire la pub pour vous, allez. Voilà le rapport que nous avons là où tout commence, est-il écrit. Donc c'est sûr, je vais complètement dans le sens de Catherine. Le cerveau de tout petit est extrêmement malléable. Et bien sûr, on peut changer et faire évoluer le cerveau à tout âge. Mais c'est beaucoup plus dur de réparer à l'âge adulte plutôt que de favoriser les bonnes conditions pour qu'un cerveau se développe correctement. Le cerveau, c'est la base, c'est le fondement de tout. Le développement du cerveau, ce sont les fondements de tous les apprentissages futurs, de tous les comportements futurs, de la santé future. On sait aujourd'hui que les violences commises, les violences sexuelles, l'inceste, mais aussi... Ici, comme ça. Okay. Mais aussi donc des maladies physiques, le diabète, les problèmes cardiovasculaires, tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Tout cela prend racine dans la toute petite enfance et même depuis la grossesse, et même on sait aujourd'hui depuis un peu avant la grossesse. La racine de toutes ces problématiques, qu'est-ce que vous entendez par... Parce qu'avant la grossesse, il n'y a pas de la cerveau, conception. Oui, mais il y a déjà un certain nombre de perturbateurs de pollution chimique qui peuvent altérer. Dont on va hériter. Oui, parce qu'on n'a pas qu'un cerveau, on a aussi des gènes. Et donc, nos gènes peuvent être... Oui, je parlais de la génétique et de l'épigénétique. Nos gènes sont impactés et par la pollution chimique. Aujourd'hui, un enfant vient au monde avec 163 produits chimiques dans son cerveau qui ne devraient pas y être. Et donc, forcément, ça a un impact. Mais aussi les violences conjugales qui ont un impact sur le tout petit. Des violences commises pendant la grossesse vont altérer le cerveau durablement. Donc, et donc tout ça désormais est documenté, chiffré. Tout à fait. Et c'est ce que vient de dire Catherine. Avant, on ne savait pas. On pressentait. On pressentait. On se doutait un petit peu tout de même que la petite enfance, c'est les fondations et que après tout va se construire. En fait, le cerveau se construit progressivement, mais les premières ramifications vont dessiner. En fait, littéralement, les expériences précoces dessinent l'architecture du cerveau.
Et donc, ça nous équipe pour la vie. C'est plus facile ensuite de connecter directement au bon endroit que de défaire la connexion pour la refaire ailleurs, même si je crois avec la plasticité cérébrale, on peut malgré tout à tout âge refaire des C'est ça, il y a une certaine plasticité, mais tout de même, donc ce qui est important, c'est protéger le développement du cerveau. Et donc, vous parliez de notre rapport, je voulais juste vous me demander la solution à tout ça. On va le voir après, hein. Je vous donne la parole. Oui. Okay, la solution plus tard. On va passer aux solutions juste après. Yann Algan. De votre point de vue qui est différent. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez avec moi. Oui, on vous entend. Bon, je partage vraiment le fait qu'effectivement, l'éducation dès la plus petite enfance, et en particulier sur les compétences, ce qu'on va appeler socio-comportementales ou émotives, si vous voulez, on va revenir sur la définition exacte parce que je pense qu'elle est vraiment très importante, de savoir ce sur quoi on se focalise en termes de politique. Donc oui, c'est très important d'intervenir très jeune. Et vous citiez une expérience du Perry Preschool Programme de Jim Heckman qui vous montre effectivement que c'est vraiment à la plus petite enfance que les effets sont les plus importants. Maintenant, j'aimerais quand même avoir un message d'optimisme. Le cerveau n'est pas figé et les compétences socio-comportementales ne sont pas figées pendant toute la vie. Le deuxième message très fort de l'ensemble des études qui sont faites aussi bien aux États-Unis, au Canada ou en France, c'est que si votre QI, pour le coup, arrête de se développer vers, on va dire, l'âge de 10-11 ans, d'accord, ça ne veut pas dire que votre cerveau ne continue pas à se développer. Hein. Toutes les connexions neuronales continuent à se faire. En revanche, les compétences sociales arrivent à se développer à tous les âges. Donc oui, c'est très important d'intervenir dès la plus petite enfance, mais si on veut lutter contre le fatalisme scolaire, contre l'absence de coopération, contre l'absence d'empathie, contre l'absence d'autonomie, vous pouvez avoir des politiques efficaces à l'adolescence, pour les jeunes qui s'insèrent sur le marché du travail. Et j'aimerais insister sur ce point parce que ces politiques sont beaucoup plus efficaces que le dédoublement de la taille de classe ou ce genre de choses. Donc, je reviendrai là-dessus. Et il y a un deuxième point, et après, si vous voulez, on passera aux solutions, c'est que si la France a une spécificité, c'est vraiment dans l'absence ou le déficit de compétences socio-comportementales, le déficit d'apprentissage de la coopération à l'école. Donc, je compléterai peut-être pour l'économie positive dans le quatrième indicateur. Quatrième indicateur, vraiment, lorsque vous regardez toutes les enquêtes de PISA, c'est que sur l'indice de coopération, est-ce que vous avez le sentiment de coopérer à l'école? Nous sommes les derniers du pays de l'OCDE, d'accord? Donc on n'est pas à la moitié. Lorsqu'on parle des inégalités ou du niveau scolaire, on est au milieu, d'accord? Avec une forte polarisation sur les voilà, alors il y a les la surexcellence, on a les polytechniciens, et puis en revanche, on a beaucoup de difficultés avec les enfants en grande difficulté. En revanche, sur ces compétences, sur cette capacité à coopérer, ce qu'on appelle les compétences sociales, ou ces capacités d'autonomie, d'empathie, ou tout ce qu'on appelle maintenant les grosses mindsets, c'est-à-dire se dire l'intelligence n'est pas figée, vous n'êtes pas mauvais par nature, vous pouvez progresser. Là, c'est pareil, la France est classée dernier pays de l'ensemble de l'OCDE. Et ça a des conséquences très importantes, et si vous voulez, on le développera dans un... Alors peut-être on fait un petit temps sur les conséquences, et ensuite on prend un temps un peu plus important sur les solutions, donc sur les conséquences. Est-ce que je pourrais rebondir sur les compétences? Rebondissez, mais on n'oublie pas les conséquences. Non, du tout. Pour donner une note d'optimisme, parce que je ne sais pas si vous savez qu'à Santé publique France, il y a eu mi-décembre 2 jours sur les compétences psychosociales. Et ça, je peux vous assurer que c'est une révolution pour la France. Et au terme de ces 2 jours, les représentants du ministère de l'Éducation et de la Santé se sont engagés pour former tous les professionnels de l'enfance et tous les professionnels de santé. Et donc ça, c'est pour moi la grande voie de la transformation de notre monde, c'est de transmettre aussi bien aux adultes, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, on sait que quand les professionnels de l'enfance ont eu une vraie formation pour développer leurs compétences psychosociales, ils vont beaucoup mieux personnellement, ils se sentent plus compétents et ils n'ont plus de burn-out. Alors que le métier d'enseignant, le métier de professionnel de la petite enfance est très exigeant et occasionne beaucoup de burn-out. Donc je pense que la France est en train de faire sa révolution et la présidente de Santé publique France a commencé ce séminaire en disant
Je m'engage à ce qu'il y ait toute une nouvelle génération qui ait une formation pour développer les compétences psychosociales. Alors, on est du côté des signes d'espoir. Un mot des conséquences, Isabelle Filiosa, Yann Elgan, si vous voulez aussi, et ensuite les solutions. Comment on fabrique de l'empathie, comment on fabrique de la confiance en soi, comment on fabrique ces fameuses compétences psychosociales? Alors, les conséquences de ne pas avoir développé ces compétences, eh bien, ce sont toutes les violences que nous voyons partout. En fait, c'est un peu comme si aujourd'hui, on cherchait à éteindre un incendie ici, un incendie ici, un incendie ici, et on oublie que c'est nous, finalement, qui avons laissé le feu s'étendre. Et plutôt que d'aller chercher à éteindre, alors il faut éteindre les incendies, bien sûr qu'il est important de s'occuper des victimes, d'écouter les victimes. Et là aussi, le problème, c'est que les femmes commencent à parler, mais les enfants, un enfant, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas la parole, donc on ne l'entend pas souffrir. Il souffre parce qu'il s'adapte. Son cerveau est merveilleusement adaptable. Le cerveau d'un tout petit, c'est 1 million de connexions par seconde. Chaque fois que nous interagissons avec un bébé, eh bien, il a 1 million de connexions par seconde qui se construit. Son architecture cérébrale se construit. On peut comprendre que c'est nettement plus facile d'intervenir à ce moment-là. Même si, bien sûr, on cherche à se bercer de l'idée que oui, mais quand même, on peut réparer à tout âge. C'est beaucoup plus difficile d'accompagner quelqu'un qui vient de commettre un inceste que au moment où il est bébé, eh bien, permettre à ses parents de lui fournir suffisamment d'attachement, de lui fournir suffisamment de sécurité affective et de ne pas commettre un inceste. Parce 30 ou 40 ans que ça plus ne tard. suffit pas d'avoir une politique répressive. Nous avons besoin d'avoir une politique positive, constructive et non pas seulement répressive. Merci Yann Elgan. Donc sur les conséquences et ensuite. Oui, j'ai un regard complémentaire, un peu plus macro, je dirais. Donc moi, je verrais 2 conséquences. La première conséquence, c'est sur la réussite académique, la réussite scolaire des élèves. Si vous voulez, je vais vous prendre 2 exemples de compétences. La première, qu'on appelle la capacité vraiment de concentration, d'autonomie, de croire en soi. Maintenant, ce qu'appelle vraiment beaucoup de spécialistes des sciences de l'éducation, ce qu'on appelle le growth mindset, le fait que notre cerveau peut se développer, il n'y a pas de fatalité. Lorsque vous n'avez pas cette conviction qu'en fait le cerveau est un muscle, que vous n'êtes pas mauvais par nature, si vous n'avez pas cette conviction, il est extrêmement difficile de faire des progrès. Il y a un exemple pris par un jeune auteur, David Bessis, je vous recommande vraiment son livre sur les mathématiques et l'apprentissage des mathématiques, où il dit, mais c'est comme si vous demandiez à des enfants de prendre des cours de natation en leur disant, mais votre corps est fait en pierre et coule. Donc c'est sûr, pas très motivant, comme ça. Si maintenant vous changez, vous montrez, il y a énormément d'interventions, donc là toutes les publications à l'heure actuelle dans The Science, dans Lancet, etc. sont ce type d'intervention où vous montrez ne serait-ce qu'aux enfants, que ce soit à 6 ans, à 10 ans, qu'en fait vraiment le cerveau est un muscle qui se développe, que nos connexions neurosciences ne cessent de se développer, que les professeurs ont des gestes pédagogiques adaptés en ne disant jamais tu es nul ou tu es mauvais, jamais de choses invariantes. Les enfants se mettent à travailler et vraiment ont des progrès extrêmement importants. Et on montre que ça a un impact 2 à 3 fois supérieur. Si vous voulez, je vous remontrer, on a fait énormément d'évaluations là-dessus avec Énergie Jeune ou dans l'Académie de Versailles ou l'Académie de Paris qui sont vraiment très, très importantes. Ça c'est le premier exemple. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est ce que j'appellerais, je dirais un peu, c'est le double dividende. C'est que non seulement vous permettez de progresser scolairement, académiquement, et vous permettez de lutter contre l'échec scolaire, parce que cette problématique des inégalités et du fatalisme est surtout présente justement chez les jeunes défavorisés. Vous développez aussi à long terme le bien-être et la prospérité des citoyens et d'un pays. Je vous prends l'exemple sur les compétences sociales. Les compétences sociales, c'est-à-dire la capacité à coopérer, qui est très faible en France. En France, lorsque vous interrogez les élèves de PISA à 15 ans, 70% vous disent prendre des notes au tableau en silence et 75% vous disent n'avoir jamais travaillé en groupe de toute leur scolarité. C'est parce qu'ils ne se souviennent pas de la maternelle. Alors voilà, peut-être. Mais comment voulez-vous ensuite être capable de vraiment vous insérer sur un marché du travail
lorsque les compétences sociales sont certainement les compétences les plus valorisées à l'heure actuelle dans une économie de service ou une économie où tout ce qui est vraiment compétences uniquement de tâches routinières peuvent être remplacées par les robots. Donc, pour l'insertion professionnelle, pour la proximité du pays, ce sera très important. Pour la capacité aussi, pour votre santé, pour votre bien-être, vous citiez l'étude d'Ekman, c'est exactement ça, sur la réduction de la criminalité, sur la réduction du tabagisme, sur la capacité à pouvoir avoir des relations sociales. Des effets en cascade. Et ça a des effets en cascade. Donc ça, c'est le double dividende. Non seulement vous progressez académiquement dans votre enfance, mais ensuite, ça a des impacts individuels et au niveau des pays absolument conséquents. Alors, on va du côté des solutions. Merci beaucoup à tous les trois. Moi, j'en pose une comme ça. Je crois qu'il y a des coniclasses qui existent. Il y en a à peu près 1 million en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a un festival en ce moment à Marennes, en Nouvelle-Aquitaine. Vous y étiez ? Non, mais vous le connaissez. Vous êtes marraine de Marennes. Festival. Bon, qui s'appelle Cervodyssée, qui est absolument formidable et qui tente de sensibiliser les enseignants aux sciences cognitives, à les former. Et il y a donc des coniclasses. Et aux neurosciences affectives et sociales. Voilà. Et effectivement, il y a des enseignants qui donnent exactement l'exemple que vous donnez, Yann Algan, en disant quand on réussit à expliquer à un enfant, même avec des mots très très simples, voilà, que son cerveau n'est pas pire que celui d'un autre, que tout ça va bien se passer, etc. Les résultats sont assez immédiats. Alors, moi, je vous ai posé les coniclasses. Il n'y en a qu'un millier voilà. Je ne sais pas combien il y a d'écoles, 30 000, plus 7 000 collèges, plus 2000 lycées, ça ne fait pas beaucoup. Autre solution. Les autres solutions ? Oh, alors, moi, mon rêve, ça serait que tous les professionnels de l'enfance aient une formation extrêmement solide, de base et continue, sur des connaissances théoriques validées scientifiquement. Savoir accompagner les enfants, ça repose sur un savoir et un savoir-être, des connaissances et un savoir-être. Et c'est très complexe. Et donc, moi, je rêve que ces connaissances, il y ait les neurosciences affectives et sociales, qui permettent de connaître vraiment le développement du cerveau au XXIe siècle. Ensuite, les compétences psychosociales, dont vous avez très bien parlé, qui sont absolument fondamentales. Ensuite, il y a la théorie de l'attachement. Ensuite, connaître toutes les conséquences des humiliations verbales et physiques. Un mot de la théorie de l'attachement, qui est une théorie qui n'est pas neuve, mais qui a le vent en poupe ces dernières années. Alors, la théorie de l'attachement, pour moi, c'est vieux. C'est de Bowlby. C'est des choses qui sont basiques, c'est-à-dire qu'il faut que les adultes sachent répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant est en détresse, il faut que l'adulte puisse décrypter sa détresse et savoir y répondre de façon adaptée. C'est ça la théorie de l'attachement. Et qui donne une sécurité affective à l'enfant et qui lui permet justement de bien se développer. Et ensuite, quand on se développe bien, on peut explorer et entreprendre dans la vie. Vous en laissez un peu à Isabelle Filiosa ? Oui. Quand on a parlé des choses qui peut se passer à l'école, et en fait, on s'attend à ce qu'un enfant à la maternelle, il arrive avec déjà des compétences à rester assis, à être attentif à ce qui se passe, à pouvoir écrire. Et donc, toutes ces compétences, elles se construisent avant. Déjà, à l'entrée à l'école, il y a de grandes disparités. Il y a des enfants qui arrivent avec 500 mots de plus que les autres. Ça fait déjà un super écart. Mais les compétences cognitives ne sont pas les prioritaires. Les principales, ce sont les compétences émotionnelles et sociales. Et elles se fondent sur justement cette sécurité affective. On a trop insisté en France et dans nos pays sur la confiance en soi. Et en fait, on a tourner ça vers la confiance, se sentir en confiance les uns avec les autres, travailler les uns avec les autres, pouvoir ne pas avoir peur de l'adulte en face, ne pas avoir peur des autres enfants, se sentir en sécurité à l'école, en sécurité dans sa vie, en sécurité dans sa famille. Mais d'un mot très très concret, ensuite je passe la parole à Yann Algan, qu'est-ce que ça veut dire pour des adultes avec des petits-enfants on leur parle autrement, comment ça fonctionne tout ça ? Comment on construit ? Comment on exprime cette empathie ? Alors c'est vrai que c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup de choses et c'est pour ça qu'en fait c'est pour ça qu'il faut une formation. Au niveau du rapport des 1000 jours, on a une solution innovante qui est la maison des 1000 jours. La maison des 1000 jours, c'est une maison dans le quartier, c'est une maison qui peut être une maison réellement physique, mais qui est aussi la mise en relation des ressources de tout un territoire. Et on va aller
aller à la rencontre du couple, de la femme enceinte, et déjà lui fournir des informations, puis l'intégrer. Les deux parents sont intégrés dans un groupe de parents qui se réunira 1 heure par semaine au moins sur la durée d'1 an. Et donc, pour pouvoir s'accompagner, parce qu'en fait, il est nécessaire de briser la solitude. On a trop fait de solutions one-to-one. Ah, cette personne a des difficultés, elle ne sait pas interagir avec son enfant. Alors, moi, le professionnel, je vais aller en visite à domicile, l'aider. Tout ça, finalement, sur le long terme, ça aggrave les fossés. On a besoin de travailler ensemble, en groupe, de développer du lien social et d'apprendre toutes sortes de choses. Mais concrètement, avec un enfant, et oui, c'est savoir répondre à ses besoins. Un enfant, s'il a un comportement débordant, s'il fait une crise, ça n'est pas parce qu'il veut nous manipuler, ça n'est pas parce qu'il cherche le pouvoir sur nous, ça n'est pas parce qu'il fait une comédie ou un caprice, c'est parce qu'il a un besoin. Et nous sommes l'adulte avec un cerveau capable, normalement, de réfléchir. Comprendre ce besoin. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours capable, notre cerveau, parce qu'on disjoncte, parce que nous-mêmes, dans notre propre enfance, nous avons subi un certain nombre de violences éducatives dites ordinaires. Donc, parce que l'expression du tout petit, quand il se met à pleurer, n'est pas non plus d'une clarté limpide. C'est ça, mais on sait de plus en plus décoder le pleur d'un bébé. Et ça, on a besoin d'apprendre ensemble. Mais la clé, c'est surtout ensemble, ne plus laisser les parents seuls, isolés. Yann Algan, une bonne et une posture complexe, puisque vous intervenez en dernier, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais vous n'avez pas le même point de vue. J'aurais une réponse complémentaire, parce que là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup insisté, en particulier sur les familles ou l'accompagnement aux familles. Si je devais vraiment me focaliser sur les politiques éducatives, je pense que j'aurais 2 messages. Le premier, c'est que oui, il est absolument essentiel que maintenant, les enseignants soient formés à ce type de compétences et puissent, dans leur pratique pédagogique, vraiment les intégrer. Pendant très longtemps, si vous voulez, l'ensemble de ces champs ont été investis surtout par des associations, toutes très très bonnes, etc., mais qui étaient en périphérie du système éducatif et qui n'ont jamais réussi à avoir un discours intégré. Donc il y avait une espèce de schizophrénie entre des profs qui ne faisaient pas du tout ce type de méthode et des associations qui étaient déjà à la pointe. Ce n'est pas de la faute des professeurs, ça vient juste de la problématique des formations. Il y a un déficit de formation continue et initiale en France très fort. Les professeurs se disent eux-mêmes quand même à 40% lorsqu'ils prennent leur métier mal formés, pas du tout sur le contenu académique, mais sur la capacité pédagogique à délivrer des savoirs. 40%, c'est le chiffre le plus bas dans les pays de l'OCDE à nouveau sur les trucs de formation. Donc on a encore un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de formation ? Nous, on est en train de lancer vraiment énormément de modules comme ça avec le Conseil scientifique d'éducation nationale auquel j'appartiens et avec différents rectorats. Et je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, comment est-ce qu'on travaille vraiment concrètement dans la classe la capacité, en fait, justement de muscler le cerveau, de lutter contre le fatalisme. Ça passe tout d'abord par les notes. De changer nos systèmes de notation, qu'on n'ait plus de notation qu'on appelle un peu sommative qui vous classe en compétition, voilà, et où on passe beaucoup plus à des systèmes de notation qui sont ces notations sur l'acquisition des compétences. Donc ça, déjà, ça change un peu le regard et avec beaucoup d'allers-retours. Oui, ce n'est pas des politiques coûteuses, ce sont des politiques qui coûtent souvent 4 à 5 fois moins que des doublements des classes ou autres et qui sont pourtant beaucoup plus efficaces. Mais l'art ce qu'on appelle du feedback, du retour, plutôt que du classement, est extrêmement important pour les élèves. De la même façon, le fait de leur faire travailler, il y a même des expériences simples où vous montrez aux enfants, que ce soit à 6 ans, à 8 ans, on l'a fait à 10 ans, sur la façon dont fonctionne le cerveau pour leur montrer que concrètement c'est quelque chose qui se développe, rien que ça change leur état d'esprit. Vous voyez, quand vous avez tout d'un coup compris qu'il n'y a pas de fatalisme sur des exemples, sur 2-3 exemples comme ça, c'est une question de posture d'état d'esprit, c'est pour ça qu'elles sont moins coûteuses. Deuxième type de champ d'investissement, c'est sur la coopération. Donc, c'est très facile de dire que les enfants devraient plus coopérer. Oui, je pense que tous les profs seraient d'accord avec ça. Cependant, quand vous avez des classes de 30, de 35, c'est pas facile.
faire travailler les enfants en groupe, ce n'est pas facile. Donc, on a beaucoup travaillé au cours de ces 10 dernières années sur ce qu'on appelle un peu des micro-gestes coopératifs. Comment, dans l'enseignement simplement des mathématiques ou de l'acquisition du français, vous faites travailler les enfants ensemble. Donc, il y a des choses vraiment très simples. C'est comment, par exemple, dans la construction d'une phrase, chaque enfant prend le rôle soit du nom. Alors vous avez le premier qui dit je vous mets la pancarte du nom, le deuxième vous met le verbe, le troisième l'adjectif, etc. Et là ils apprennent, c'est vraiment élémentaire, acquisition des rudiments. Ils apprennent premièrement qu'il faut coopérer pour pouvoir construire une phrase, et puis qu'ils sont obligés d'être dans l'écoute pour que ça puisse faire sens. Ça vous semble bête, c'est très simple, et pourtant ça change complètement la dynamique d'une classe. Et ça change même la posture du professeur. Donc là, on fait ça à peu près sur 400 000 jeunes là, à l'heure actuelle, avec les différents rectorats. Ça change même la posture du professeur qui, au départ, était très inquiet en se disant « mais je ne vais jamais réussir à faire ça dans une grande classe et tout ». Mais là, de faire travailler par petits groupes dans ces gestes coopératifs les enfants, lui peut se dégager un peu, repérer qu'est-ce qui ne va pas. Et vous voyez, il est plus dans un rôle un peu d'observation et puis d'accompagnement. Donc je vous donne j'essaye d'être concret, d'avoir des solutions. Des exemples très concrets, au risque du prosaïsme, j'ai compris, mais ils sont extrêmement concrets. Je vous en remercie. Il nous reste 5 minutes. Je vais vous redonner la parole une dernière fois aux uns et aux autres. Maintenant, pour avoir suivi quand même pendant quelques années, 25, l'actualité de l'éducation dans ma vie professionnelle, il y a une véritable demande, aussi bien de la part des enseignants que de la part d'un certain nombre de parents, de continuer à faire comme avant. C'est-à-dire que ce que vous dites là, pour le moment, n'est pas largement audible. Alors, si vous deviez... il va vous rester quoi ? Allez, 1 minute 12, chacun ou chacune. Vous avez en face de vous des personnes qui pensent que quand même c'était mieux avant, et généralement sans définir ce qu'était cet avant, mais bref, mais ça renvoie à des notions d'autorité, ça renvoie à des notions d'ordre, à tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre, qu'ils soient parents, enseignants, professionnels à la petite enfance, de se former, de changer, de faire tout ce que vous venez merveilleusement d'exprimer et de manière très convaincante ces au cours de cette table ronde? Probablement, ce qui les empêche d'avoir envie de changer, c'est la peur et la honte. On a été enfermés là-dedans. En fait, en France, comme vous le soulignez, on est dans un état d'esprit fixe, c'est-à-dire on est bon ou on est mauvais, on est intelligent ou on n'est pas intelligent. On est défini comme ça et on a à entrer dans un nouvel esprit qui est un esprit donc de développement. Les compétences peuvent se développer. Mais comme nous avons été élevés, les gens d'aujourd'hui ont été élevés dans cet état d'esprit fixe, c'est soit je suis bien, soit je suis mauvais. Et donc, finalement, si on doit changer l'école, ça signifie que ce qu'on a fait n'était pas bien. Et donc, oser regarder ça, c'est trop difficile. Oser regarder donc que on fait tous une analyse, et puis au bout de 15 ans, on élève un peu nos enfants différemment. Et voilà. Non, mais en fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est fournir de la sécurité. Et donc, donner de la sécurité. Et la sécurité, elle se trouve dans 2 dimensions. Elle se trouve dans le lien. Donc, augmenter le lien social, ne pas faire encore des choses qui viennent du haut et imposer des réformes du haut vers le bas où là, on est en rupture de lien, créer du lien. Et l'autre chose, c'est la liberté. Et juste une chose qui pourrait aider beaucoup dans une classe, c'est simplement permettre aux enfants d'être debout. Quand un enfant est debout, il gagne 7 minutes de concentration par heure. Et toute sa santé est meilleure que s'il fait 50 minutes de sport par jour, 5 jours par semaine. Moi, je trouve que c'est rentable de se lever et de s'asseoir de temps en temps. C'est la médecin de la NASA, John Wernicke, qui a fait ces études-là. Catherine, vous voulez vous lever là un coup? On va faire une pause, vous allez pouvoir vous lever dans 3 minutes. Ah, ben voilà, il y a quand même de bons élèves. Alors, pour terminer, je dirais que le soutien à la parentalité, l'accompagnement à la parentalité est fondamental. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour les parents? Je rêve d'un congé postnatal de 1 an réparti entre le père et la mère, rémunéré normalement, et ensuite accompagné, c'est-à-dire ne pas laisser les parents seuls. Dans les maisons des 1000 jours. Absolument. Et donc ça, c'est très important. Ensuite, que toute la société comprenne qu'être jeune parent, c'est très compliqué et qu'il faudrait que les entreprises comprennent ça, comme dans les pays nordiques, donc c'est faisable, et que le mercredi, les parents puissent être libres, puissent partir de leur travail vers 4 heures ou 5 heures, comme dans les pays nordiques, pour s'occuper de leurs parents, de leurs enfants. Ça, c'est fondamental, fondamental.
Yann, et ce sera le mot de la fin. Oui, donc en complément, moi j'insisterai effectivement sur les problématiques de formation pour les enseignants. Vous avez cité le fait qu'il y a quelques récalcitrants qui ont encore un modèle autoritaire, etc. Vous avez certainement raison, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Je pense que l'immense majorité des enseignants ont soif de pouvoir être irrigués par la recherche. Donc d'avoir des lieux, c'est ce qu'essaye de faire le ministre actuellement, d'avoir des lieux où vraiment vous pouvez avoir des écoles de la formation avec des chercheurs qui sont des passeurs, est déjà quelque chose de très important. Jusqu'à actuellement, pardonnez-moi, je vais être un peu irritant, mais les UFM ont été un échec là-dessus, avec une recherche très peu validée. Ça a été problématique. Et après, je terminerai juste là-dessus en disant, quand vous enseignez la recherche, c'est important aussi d'enseigner un peu une mallette, c'est-à-dire d'avoir des repères, des outils qui peuvent leur permettre de mettre en œuvre directement. Vous voyez c'est vrai qu'il y a une mallette des parents qui a été évaluée. Exactement, donc il y a une mallette qui a été très bien évaluée. Et qui fonctionne très bien. Exactement, donc il faut vraiment travailler un peu sur une boussole, sur des gestes très concrets qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et nous, franchement, pourtant, j'en ai rencontré des centaines des enseignants là dans toutes ces formations. À chaque fois, on a eu des retours, surtout très positifs, en disant enfin, on a des outils très concrets et irrigués par la recherche dans notre démarche. Merci beaucoup, merci chaleureusement Isabelle Fillosa, Yann Algan, Catherine Guéguin pour cette table ronde.